Est destiné aux étudiants du semestre 5 de l'option éco-gestion de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. C'est une conclusion au premier chapitre intitulé La gestion des besoins fonds de roulement de la première partie qui porte sur la gestion à court terme. Cette synthèse, je la présente sous forme d'un mini-cas qui sera l'occasion d'attirer l'attention des étudiants sur le risque d'insolvabilité des entreprises. Tel risque qui peut avoir comme cause principale le cycle d'exploitation et notamment les problèmes de financement du besoin créé dans ce cycle. Deuxièmement, le cas vise à relier entre eux les notions de rentabilité, d'exploitation, rentabilité opérationnelle, la notion de solvabilité, la notion de liquidité, la notion de décalage, bref, tous les éléments qu'on a eu l'occasion de voir dans le chapitre. Et enfin, je pense que le cas sera aussi l'occasion de revenir avec plus ou moins de détails sur quelques indicateurs de résultats, l'excédent brut d'exploitation et l'excédent de trésorerie d'exploitation notamment, et de revenir aussi sur quelques ratios de l'analyse financière. Donc je présente le cas. Il s'agit d'une entreprise qui, dans le cadre de sa stratégie de diversification, compte acquérir un matériel de production d'un montant de 187 500 dirhams qui est amortissable sur une période de 5 ans. Donc on précise ici la stratégie de diversification parce que il s'agit tout simplement d'isoler ce projet et de l'analyser dans son contexte. Ça veut dire indépendamment des autres activités de l'entreprise. Donc c'est ça le sens de cette précision-là. La capacité de ce projet est de 1500 unités par an et un excédent brut d'exploitation de 600 dirhams par unité vendue. Je m'arrête là sur cet indicateur-là, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc l'excédent brut d'exploitation, c'est quoi? Là, c'est un indicateur de deux choses. Tout d'abord, de la rentabilité économique. Ça, on va l'avoir à travers un ratio de rentabilité économique. Deuxièmement, et c'est ça l'important pour nous maintenant, c'est l'excédent brut d'exploitation comme un indicateur. Donc c'est un indicateur de l'efficacité de gestion. L'efficacité de gestion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet indicateur-là, il s'intéresse à l'exploitation, au niveau exploitation. Donc il y a trois niveaux comme vous le savez. Donc le niveau exploitation, qui permet de dégager un résultat d'exploitation. Le niveau financier, qui permet de dégager un résultat financier. Et le niveau non courant, qui permet de donner un résultat non courant. Et c'est la sommation de ces éléments-là qui va nous donner le résultat final auquel on va appliquer l'impôt sur le revenu pour donner le résultat net. Alors, l'excédent brut d'exploitation s'intéresse à ce niveau-là. Donc, c'est le niveau d'exploitation. C'est un indicateur qui figure dans le tableau de formation de résultats, comme dans cet exemple-là. Donc nous avons ici l'excédent brut d'exploitation. Donc nous avons là l'excédent brut d'exploitation. Et s'il est négatif, comme dans notre cas, donc il s'agit d'une insuffisance. Donc insuffisance brute d'exploitation. C'est un indicateur de l'efficacité de gestion, ça veut dire, dans ce cas par exemple, là le processus de production n'a pas été bien géré. La preuve en est, le résultat il est négatif. Autrement dit, les charges directes et les charges indirectes étaient
trop importante par rapport à la production et par rapport au chiffre d'affaires. Voyons maintenant comment on calcule l'excédent brut d'exploitation. Donc l'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui reste à l'entreprise de la valeur ajoutée. Donc c'est ce qui reste à l'entreprise de la VA, de la valeur ajoutée. Alors la valeur ajoutée, elle est là. La valeur ajoutée, elle est là. Elle est égale à la production de l'exercice. Donc cette activité, la marge brute sur vente, c'est une activité qui est très secondaire dans les entreprises industrielles. Ce qu'ils font, c'est beaucoup plus la production. Donc de la production de l'exercice, je retranche les consommations de l'exercice et je détermine la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée sera répartie, c'est un gain, c'est un gain, donc il sera réparti entre ceux qui ont participé à sa formation. C'est un gain qui va être réparti entre ceux qui ont participé à sa formation. Donc, représentant la VA par un cercle, par exemple. Donc, ceux qui ont participé à la production, ce sont les salariés. Donc là, ce sont les frais de personnel. Donc, c'est la rémunération d'un facteur de production, les salariés. Et une autre part plus ou moins importante, ce sont les impôts et taxes. Donc là, c'est la rémunération de la contribution de l'État ou de la collectivité locale par des impôts sur leur contribution indirecte à la production. Et tout ce qui reste, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc cet excédent brut d'exploitation va rémunérer, donc l'excédent brut d'exploitation va rémunérer les autres facteurs de production, notamment les capitaux, intérêts, dividendes, etc. Rémunération directe, etc. Et aussi va servir à rémunérer les capitaux empruntés. Donc là, ce sont les capitaux propres. Ce sont les emprunts par des frais financiers, par des intérêts. Voilà. Donc là, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est la valeur ajoutée, moins les frais de personnel et moins les impôts et taxes. Cette valeur, cet excédent brut d'exploitation, c'est aussi un indicateur de résultat économique. Donc on prend par exemple le résultat, l'excédent brut d'exploitation, et on prend l'excédent brut d'exploitation, donc l'excédent brut d'exploitation, mais en rapport avec l'actif économique, ça nous donne la rentabilité économique. Et la rentabilité économique, c'est un indicateur très important parce que c'est la base de la rentabilité qui va suivre. Donc l'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui reste de la valeur ajoutée après paiement des impôts et taxes et paiement des frais personnels. Donc ce reste-là va servir à la rémunération des capitaux propres, la rémunération des capitaux étrangers, les emprunts, les frais financiers, mais aussi la rémunération du capital fixe par l'amortissement. Donc l'amortissement, elle est encore dans l'excédent brut d'exploitation. Donc si je mets cet excédent brut d'exploitation sur l'actif économique, ça j'ai un indicateur de résultat économique. C'est quoi maintenant l'actif économique? L'actif économique, c'est l'actif
qui a servi à la production. L'actif économique, c'est l'actif qui a servi à la production. Elle est égale à l'actif immobilisé. Donc l'actif immobilisé, machines, etc., ils ont servi à la production, mais plus le BFR. Le BFR. Là, c'est l'actif économique ou bien les capitaux engagés. On appelle les capitaux engagés. Engagés en quoi? Engagés dans le processus de production. Donc, ce sont des capitaux engagés dans le processus de production. Donc, réellement, qu'est-ce qu'on a engagé dans la production? On a engagé un actif immobilisé. Donc, on a engagé un actif immobilisé et on a engagé cette différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Cette différence-là, pardonnez-moi, l'actif circulant, je me permets un fond de roulement positif, donc le passif, il est là, le passif, il est là, le passif circulant par exemple. Donc le passif circulant là ne couvre pas l'actif circulant et la différence elle est couverte par un fond de roulement positif. Un fond de roulement positif. Donc, ce qu'on a engagé maintenant dans la production, on a engagé cette différence, ce BFR, et on a engagé l'actif immobilisé. Donc, on a engagé le BFR, voilà, il est découvert ici par les capitaux propres, par le financement permanent, et on a engagé un actif immobilisé dans la production. Donc là, c'est l'actif économique. Si je mets maintenant l'excédent brut d'exploitation sur l'actif économique, ça va me donner une idée sur la rentabilité économique ou bien comment ont été rentabilisés, comment ont été utilisés et rentabilisés les capitaux engagés dans la production, bien sûr. Sous-entendu dans la production. Ce ratio-là peut être décomposé en trois ratios. Donc ce ratio-là, excédent brut d'exploitation sur l'actif économique, peut être décomposé en excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires que multiplie le chiffre d'affaires hors taxe bien sûr, hors taxe, que multiplie chiffre d'affaires hors taxe sur l'actif économique. Chiffre d'affaires sur l'actif économique. C'est-à-dire l'actif immobilisé plus le BFR ou bien les capitaux engagés. Donc l'excédent brut sur l'actif économique peut être divisé en deux ratios. L'excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires hors taxe, là c'est le taux de marge. Et un ratio chiffre d'affaires sur actif économique. Là, c'est un ratio de rotation de l'actif. Voilà la notion de délai d'écoulement en rotation de l'actif. Alors, cette décomposition, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que la rentabilité économique dépend à la fois de la politique commerciale de l'entreprise et des taux de marge. Donc, est-ce qu'on veut gagner beaucoup sur peu ou peu sur beaucoup? Donc, cela dépend de la politique commerciale et de la politique de prix de l'entreprise. Mais il dépend aussi de la rotation de l'actif. Ça veut dire le taux de rotation, ça veut dire les délais
d'écoulement des composantes du BFR. Par exemple, si ici les délais sont longs, l'actif économique, donc si les délais de stock, les délais de créances clients, etc., sont longs, plus le BFR sera important. Donc le BFR, c'est une composante de l'actif économique. Donc BFR, c'est une composante de l'actif économique. Plus le BFR est important, plus ce rapport chiffre d'affaires sur l'actif économique est faible, et plus la rentabilité est faible si le taux de marge n'était pas important. Voilà donc le lien entre la rentabilité économique et les temps d'écoulement. C'est un lien qui est évident. Il se fait à partir de la rotation de l'actif, des délais de rotation ou bien des temps d'écoulement. Plus les temps d'écoulement sont importants, plus ce dénominateur il est important, plus ce rapport il est moins important et plus la rentabilité économique il est faible. Donc l'entreprise a intérêt à ce que les temps d'écoulement des composantes de l'actif notamment soit plus important. Donc plus important, ça veut dire un temps d'écoulement faible. Pardon. Un temps d'écoulement faible. Donc revenons à notre cas après cette explication. Donc on était dans le cas. Voilà. Donc on a dit que la capacité de production, donc la rentabilité de cet investissement et les dividendes. La rentabilité de cet investissement et les dividendes. Donc il va dégager un excédent brut d'exploitation positif. Donc pour cette entreprise, le montant de l'investissement va être récupéré en moins de 6 mois, puisqu'il va dégager un bénéfice net de 500 250, c'est-à-dire 1500 unités multiplié par un résultat net unitaire de 575 fois 0,58 lié, c'est temps de 42%. Donc la carte sera très importante puisqu'on va ajouter au bénéfice net la somme des amortissements, donc, et qui n'est que la division de ce montant-là par 5. Pour financer ce projet, l'entreprise a sollicité un crédit bancaire d'un montant équivalent et remboursable sur une année. Sauf que cette demande a été refusée par la banque et pour cause l'insuffisance de fonds de roulement et une trésorerie assez faible. Donc c'est évident, le canon ne dit pas est-ce que l'investissement va être financé uniquement par des fonds empruntés ou bien par des fonds propres, mais en tout cas, une autre partie par des fonds propres, mais en tout cas, ce que nous avons là, c'est un fonds de roulement, si on suppose un actif immobilisé qui est équivaut au financement emprunté, au financement étranger. Donc dans le financement permanent, il y a l'emprunt. Donc forcément, le fonds de roulement ici, il est égal à 0. Donc tous les problèmes de financement des cycles d'exploitation vont être posés. Donc tout ce décalage-là doit être financé par des crédits à court terme. Donc déjà pour la banque, le problème va être posé au niveau de la solvabilité parce que cette entreprise n'aura pas la possibilité de dégager les liquidités suffisantes pour le faire. Donc un problème de trésorerie, un problème de fonds de roulement, la banque a refusé et l'entreprise s'est retournée vers ses actionnaires pour solliciter de leur part une avance en compte courant. Donc j'explique un peu comment ça se fait dans la réalité cette avance en compte courant.
Donc nous avons dans le bilan le compte courant associé qui est à la fois au passif et à l'actif. Donc lorsqu'il est au passif, cela signifie que les associés ont laissé à la disposition, enfin, ce sont deux cas. Deux cas, par exemple ici, nous avons le compte courant associé. Donc ce compte courant associé, qui est là, ce montant de 9 711 934 peut signifier deux choses. Donc soit ce sont des fonds laissés à la disposition de l'entreprise par les propriétaires. Donc ce sont des fonds laissés à la disposition de l'entreprise, soit des fonds avancés à l'entreprise pour renflouer sa caisse. Dans le premier cas, les fonds laissés, donc il faut se rappeler que lorsqu'on fait la répartition du résultat de l'exercice, là il est négatif, lorsqu'on fait la répartition d'un résultat de l'exercice, une partie va être laissée dans ce compte-là, compte associé, pour un certain moment, à la disposition de l'entreprise, en accord bien entendu avec les associés. Donc en tout cas c'est une dette qui va servir soit à renflouer la caisse de l'entreprise, soit à payer des dettes ou autre chose. En tout cas, il faut la payer. En tout cas, c'est une dette à court terme, des passifs circulants à court terme, qu'il faut la payer dans un délai inférieur à une année. Dans le deuxième cas, lorsque les comptes associés se retrouvent dans l'actif, là ce sont des prêts, là il n'y en a pas, mais ce sont des prêts, lorsqu'ils sont là, ce sont des prêts avancés octroyés par l'entreprise à ses associés. Ces prêts-là, ils sont réglementés, on parle ici de la réglementation des comptes associés débiteurs, donc c'est pas toujours le cas. C'est une possibilité qui est réglementée par la loi. Très bien. Donc, j'ai dit que cette avance dans le compte courant associé, ces associés vont être favorables à cette décision-là. Ils vont avancer les fonds nécessaires pour réaliser ce projet. Le montant qu'ils vont avancer va servir à la fois de couvrir l'investissement, mais ça va permettre de dégager un matelas de sécurité de 360 000 pour justement couvrir le BFR de ce projet. Chose que la banque a refusé à l'entreprise. Donc ils ont à la fois permis l'achat des matériels, mais aussi de dégager un montant de 360 000 pour couvrir le BFR. Je dirais que l'entreprise ne doit pas se permettre aucun écart défavorable de trésorerie, ça veut dire qu'il doit gérer au juste, et la 360 000 d'excédent, là c'est justement il ne faut pas dépasser ça dans le BFR, autrement la banque ne va pas financer le reliquat. Donc la situation, l'entreprise court un risque d'insolvabilité s'il dépasse ce montant-là. Donc nous avons certaines informations, ici en rapport avec la rentabilité de ce projet-là. Et donc là, nous avons un prix de vente unitaire de 2000 dirhams.
et nous avons un coût de production unitaire. Donc le projet il dégage un résultat unitaire de 575. Si je veux calculer maintenant la CAF, donc je prends juste ce montant-là et j'ajoute ce montant-là. Donc ça donne 600 grammes par unité. Donc là, c'est la CAF. Donc le projet théoriquement, il est rentable. Mais la question, c'est de voir, c'est d'analyser la faisabilité de cette option, des montages financiers de ce projet-là, et de voir est-ce que cette rentabilité apparente ici, théorique, ne va pas poser des problèmes de solvabilité et des problèmes de l'équilibre financier de ce projet. Donc, autrement dit, il faut voir est-ce que il n'y aura pas de problème de solvabilité, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de risque de faillite. Et pour répondre à cette question, il faut analyser les délais, il faut analyser les délais, il faut analyser les temps d'écoulement, donc ce qu'on a vu tout à l'heure pour la rentabilité économique, et l'importance de ces temps d'écoulement, est-ce qu'ils ne sont pas longs? À ce moment-là, ils vont réduire cette rentabilité économique des projets, donc par l'intermédiaire de ce ratio de rotation de l'actif. Donc, il faut voir, par exemple, est-ce que les temps d'écoulement des stocks, des clients, des fournisseurs, est-ce que ces décalages entre les encaissements et les décaissements, est-ce qu'ils ne sont pas longs, etc. Donc, nous aurons besoin des informations sur le temps d'écoulement. Donc là, l'approvisionnement de matières premières va imposer un stock qui tourne. Enfin, il y a des formules pour un peu réfléchir un peu, mais c'est juste là pour dire que le temps d'écoulement est de 0,25 mois. Une fois la fabrication terminée, et le directeur estime devoir attendre un mois en moyenne avant que la vente, enfin le temps d'écoulement, c'est un mois. Les salaires payés en fin de mois, donc on garde, c'est comme si les salariés avancent, donnent un crédit de 0,5 mois sur leur salaire à l'entreprise. Donc TVA collectée et à verser dans un mois, donc la TVA collectée va rester à la disposition de l'entreprise comme une ressource supplémentaire dégagée par le cycle d'exploitation, donc là c'est oui. TVA déductible est à récupérer, là c'est de l'argent de l'entreprise qui a été payé, donc ce sont des fonds immobilisés quelque part chez les fournisseurs, il faut les récupérer, il faut attendre 2 mois, donc cette règle a été réduite à 1 mois dans notre cas. Le taux de la TVA est de 20%, donc les fournisseurs accordent un mois et les clients vont exiger, là je prends 2 éventualités, 2 hypothèses. L'idée c'est que lorsqu'on va faire les calculs sur un délai de 2 mois, on aura un besoin, et lorsqu'on fera l'autre calcul sur 2 mois, on aura un autre besoin, donc c'est juste pour des raisons pédagogiques. Et voilà, on nous demande un travail à faire qui tourne autour de cette question de la solvabilité. Donc toute la question posée, c'est une question de solvabilité. Et qu'est-ce que la solvabilité? Donc c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements dans une logique de cessation de paiement, mais on peut aussi parler de la question de la liquidité dans le sens aussi, c'est la capacité de payer les dettes à leur échéance. C'est donc la liquidité, c'est un terme à court terme, si vous voulez. Est-ce que l'entreprise est liquide tout de suite pour payer la dette? La solvabilité, donc on se place surtout dans une perspective de faillite. Il faut voir comment régler l'ensemble des dettes. Mais la signification, elle est la même.
un certain. Bon, toutes ces questions-là tournent autour de cette question de la solvabilité, mais il y a un certain nombre d'étapes pour résoudre cette question. Donc la première étape, on va calculer un fonds de roulement normatif dans les deux cas, client 2 et client 2,5. Et c'est juste là pour voir un peu le niveau de ce fonds de roulement normatif. À partir de là, on va considérer le BFR maximum, c'est-à-dire la somme qui est restée à la disposition des entreprises, comme étant un maximum. Cette somme qui est restée à la disposition de l'entreprise, on va la considérer comme une limite à ne pas dépasser. Donc, autrement dit, c'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que l'entreprise a pour, financer, pour financer le BFR. Donc, il ne faut pas le dépasser parce que justement la banque n'a pas prévu le secours à court terme de l'entreprise. Troisième question, on va déterminer l'incidence de cet investissement donc tel qu'il est, parce que là on va dégager un niveau d'activité et on va déterminer quelles sont l'incidence de ce niveau d'activité sur l'équilibre financier de l'entreprise à travers la variation de l'encaisse, parce que finalement l'entreprise doit payer ses dettes. Par quoi? Par la caisse. Donc il faut voir est-ce que ce niveau d'activité, est-ce que cet investissement-là va permettre de dégager une trésorerie positive, tout simplement pour pouvoir payer la dette. Et ça, on va le voir à travers la variation de l'encaisse, notamment à travers l'indicateur, l'excédent de trésorerie d'exploitation. Très bien. Et par la suite, on va conclure.